Bonjour Paulin Ismar. Bonjour. Et merci beaucoup de nous accorder cet entretien pour la revue Entretemps. Alors on se réjouit de ce dialogue parce qu'on va pouvoir parler d'écriture de l'histoire, mais aussi d'un autre thème qui nous est cher, c'est la place, l'engagement de l'histoire des historiens au présent dans notre société contemporaine. Alors vous êtes historien, spécialiste de la Grèce ancienne, professeur à l'université d'Aix-Marseille. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur la société grecque. Pour évoquer les plus récents, on peut parler de la démocratie contre les experts, les esclaves en Grèce ancienne, paru en 2015 au Seuil, mais aussi La Cité et ses esclaves, toujours au Seuil en 2019, et en 2020 avec Vincent Azoulay, Athènes 403, une histoire chorale. Mais aujourd'hui, on va parler d'un livre qui sort là, en cette rentrée 2021 que vous avez dirigé, Les mondes de l'esclavage, une histoire comparée, également sous la coordination de Benedetta Rossi et Cécile Vidal. Et c'est un livre qui se situe, je crois, au croisement de vos préoccupations à la fois scientifiques, de recherche, puisqu'il est question d'esclavage, mais aussi de méthode, puisque c'est de l'histoire comparée et aussi peut-être d'une démarche d'écriture collective à plusieurs mains. Alors on peut peut-être commencer par là, par resituer ce livre dans votre trajectoire. Quand est-ce que l'idée de ce projet a germé et comment est-ce que sa réalisation s'est imposée ? En fait, moi au départ, je suis avant tout un historien de la cité classique et de la démocratie athénienne, et mes premiers travaux portait vraiment sur le politique en Grèce ancienne, sur le modèle démocratique athénien. Et progressivement, je me suis intéressé à la question de l'esclavage. On dit souvent que les sociétés grecques de la fin de l'archaïsme et du début de l'époque classique, disons du 6e, 5e siècle, sont les premières sociétés esclavagistes de l'histoire. Et c'est vrai qu'en même temps, d'une façon qu'ils inventent la démocratie, les Grecs, au moins les Athéniens, mais de très nombreuses cités grecques, inventent quelque chose de tout à fait original, qu'on peut qualifier, même si ce terme pose plein de questions, de société esclavagiste. Et progressivement, dans mon travail, j'ai voulu, d'une certaine façon, placer l'esclavage au centre de mon regard sur ce qu'est la cité grecque antique. Regarder cette cité à la lumière du fait esclavagiste, qui, je pense, est un fait totalisant, c'est-à-dire qui organise en réalité l'ensemble des pratiques sociales et la façon dont les Grecs, ou en l'occurrence les Athéniens, se représentent le monde. Et progressivement, j'en suis venu, donc en travaillant sur l'esclavage en Grèce ancienne, à mesurer la portée d'un travail qui serait comparatiste. Alors le comparatisme, dans les études portant sur l'Antiquité, qu'on travaille sur le polythéisme, mais aussi parfois qu'on travaille sur les économies antiques, le comparatisme a une très très ancienne tradition dans les études sur l'Antiquité. Bon. Et concernant l'esclavage, pendant très longtemps, on a appréhendé l'esclavage en Grèce ancienne, et c'est vrai aussi, disons, pour le monde romain, on peut parler, disons, d'esclavage gréco-romain, à la lumière de l'esclavage des plantations, ou à l'esclavage, disons, du monde atlantique, à partir de la conquête des Amériques par les Européens, avec très souvent un jeu de miroir entre ces deux univers. Et c'est un très grand historien de l'Antiquité, Moses Finlay, qui disait qu'il y avait eu seulement 5 sociétés esclavagistes dans l'histoire: la Grèce, Rome, le Brésil, les Antilles et le sud des États-Unis. Et en travaillant progressivement sur l'esclavage en Grèce ancienne, c'est d'une façon ce modèle comparatiste qui, au départ, m'a orienté et en même temps dont j'ai vu les limites. Et j'en suis venu progressivement à essayer de réfléchir au comparable de manière beaucoup plus large. Donc en mesurant à quel point, en fait, des sociétés esclavagistes dans l'histoire étaient beaucoup plus nombreuses que ce qu'avait postulé Finlay, et qu'on pouvait revisiter une partie des sociétés esclavagistes antiques à la lumière de ce qu'on apprenait dans beaucoup d'autres sociétés esclavagistes, en sortant, disons, de ce face-à-face ou de ce jeu de miroir avec les sociétés esclavagistes
coloniale. Déjà, dans La Cité et ses esclaves, en 2019, il y a des incises où vous quittez la Grèce ancienne et où déjà vous comparez. Oui, tout à fait. Alors, ces incises, c'est-à-dire que c'est des chapitres dans ce livre qui, de toute façon, viennent interrompre le cours normal du développement qui est consacré à la cité grecque, où il s'agit à chaque fois de réfléchir de façon très transversale à ce qui, d'une certaine façon, nous lie encore à ce qu'a été l'expérience esclavagiste antique. Pour moi, c'est une question très importante. C'est tout simplement, quand on prétend être les héritiers du monde gréco-romain et de ses réalisations les plus admirables, la démocratie, la philosophie, bon, l'art, ne jamais oublier ce que ce monde doit à cette institution fondamentale qu'était l'esclavage. Et donc, d'une certaine façon, l'esclavage, un peu comme un membre absent, circule dans cet héritage, de manière, on pourrait dire presque spectrale, circule dans cet héritage qui est celui de l'Antiquité. Et donc c'est un peu dans cette perspective que ces incises, disons, essaient de tracer ou de réfléchir comme ça au fil discret mais continu qui nous relie encore à l'esclavage antique. Mais après, plus concrètement, par exemple dans le livre sur l'esclavage public, il s'agissait de montrer l'importance de ce qu'a été l'esclavage public dans un nombre considérable de sociétés esclavagistes. Le modèle le plus impressionnant étant vraiment l'esclavage militaire dans le monde arabo-musulman, ou ce qu'on a appelé l'énigme, ou on peut dire le paradigme mamelouk. Il y a un nombre de travaux absolument considérables qui ont été consacrés à cette question, à la fois par des historiens et par des anthropologues. Et ces travaux, je pense, nous permettent de revisiter ce phénomène tout à fait particulier dans le monde des cités qu'était l'esclavage public, qui, en revanche, n'a pas grand-chose à voir avec les formes d'esclavage public tout à fait minoritaires qui existent dans les sociétés coloniales, esclavagistes, disons, des Amériques ou du monde atlantique. Donc là, c'était typiquement une démarche où le comparatisme, alors après, comment est-ce qu'on le pratique, de quelle façon on travaille de façon comparative, c'est évidemment tout l'enjeu de ce livre collectif, mais c'est bien ça d'abord que j'avais essayé un petit peu de conduire à mon échelle individuelle en réfléchissant sur l'esclavage public en Grèce. Et alors justement, comment on passe de cette échelle individuelle à d'un coup cet énorme projet, parce qu'il y a plus de 60 autrices et auteurs, plus de presque 100 textes. Ouais. Comment ça se décide, comment ça se dessine, à quel moment? À plusieurs, j'imagine. Ah oui, ça se décide en commun. Donc, le prolongement naturel de toute façon de cette démarche, c'était de travailler étroitement avec des spécialistes de l'esclavage dans d'autres périodes. Et c'est comme ça qu'on a constitué cette équipe avec Cécile Vidal, qui est américaniste, Benedetta Rossi, qui est africaniste, et aussi Claude Chevaler, qui a étroitement travaillé avec nous, qui est sinologue et qui est spécialiste de l'esclavage en Chine sous la dynastie Ming. Et le travail pendant toutes ces années, ça a été de mettre en commun notre savoir, qui est toujours limité, parcellaire, et de voir dans la confrontation, à partir de questions qui pouvaient être communes, ce que ça déplace dans nos champs de savoir respectifs. Et le livre, d'une certaine façon, vient comment dire, achever ce travail qui a duré presque 5 ans. Et donc, on a demandé, d'un côté, à une 60aine d'auteurs, venant de traditions historiographiques très différentes. Évidemment, une grande partie des auteurs sont francophones, une très grande partie des auteurs sont anglophones, mais
il y a aussi des auteurs germanophones, hispanophones, lusophones, de contribuer à l'ouvrage à partir de leur champ de spécialité, donc parfois d'écrire des articles très précis sur des situations particulières, des configurations esclavagistes. Au fil de l'histoire, depuis disons, la préhistoire ou la proto-histoire jusqu'à l'époque contemporaine. Et parallèlement, dans le livre, il y a ce travail comparatiste qu'on a mené essentiellement à trois, Cécile, Benedetta et moi, avec Mehmet Waldi qui nous a aussi disons, donné un coup de main, et qui consistait cette fois-ci à réfléchir de manière totalement transversale sur le fonctionnement des sociétés esclavagistes au fil de l'histoire. Donc, à partir de cette démarche que je décrivais, il s'agissait de réfléchir, par exemple, à ce qu'est la parenté, les catégories du genre, la propriété, le travail, les spécificités de l'esclavage urbain, bon, de manière totalement transversale. Alors, on n'écrit pas véritablement en commun, c'est-à-dire que chacun écrit des articles différents, séparés, mais en même temps, ces articles procèdent d'un travail en commun qu'on a mené pendant environ 5 ans. Alors, on peut revenir justement sur la construction du livre, donc qui est en 3 temps. On peut revenir successivement sur ces 3 parties pour mieux comprendre ce que leur articulation produit, parce qu'elle produit quelque chose. Donc la première partie, ce sont ces situations que vous évoquiez à l'instant, où il y a donc 50 situations différentes, certaines très ponctuelles, d'autres un peu plus durables. Et vous expliquez dans l'introduction vouloir renoncer, enfin vous estimez nécessaire de renoncer à une définition universelle de l'esclavage. Et donc dans quelle mesure finalement cette multiplicité de situations, ces 50 situations de la première partie, offre des ressources ou une nouvelle cartographie, de nouveaux ingrédients pour justement faire exploser cette définition? Est-ce que cette définition explose ou comment ça se passe? Comment est-ce qu'on parvient à redéfinir quelque chose à partir de ces situations? Alors, évidemment, un enjeu capital, c'est la définition même de ce qu'on appelle esclavage. Bon. Ça n'aurait pas grand sens, à mon sens, de donner une définition très rigoureuse de l'esclavage en fait, qui serait nécessairement habité par un modèle, que ce soit celui qu'offre le droit romain ou disons, le droit colonial des sociétés esclavagistes américaines, pour ensuite essayer de l'appliquer à toutes les situations, à toutes les configurations de l'histoire. Ça n'a en réalité pas de sens. Ce qu'on essaie de faire dans cette première partie, et c'est une démarche indispensable au travail comparatiste, c'est quand même de désorienter le paysage traditionnel qu'on a tous en tête quand on parle d'esclavage. Et donc de montrer que les configurations esclavagistes, ou même les sociétés esclavagistes, c'est évidemment pas la même chose, mais que des sociétés esclavagistes dans l'histoire, il y en a eu un nombre absolument considérable, que l'esclavage, du coup, enfin, ce qu'on peut quand même qualifier d'esclavage, a donné lieu à des formes d'orientation sociale extrêmement différentes. Et donc, il est question de la Judée ancienne, de la Chine ancienne, de l'Inde, du sultanat de Malacca. L'Afrique et les sociétés africaines, depuis le XVIIe siècle, jouent un rôle absolument extrêmement important dans cette première partie. L'idée étant vraiment aussi de mesurer, de raconter ce que l'esclavage a fait aux sociétés africaines qui en ont été les victimes et qui aussi, pour partie, en ont été les acteurs, évidemment. Et donc, désorienter un paysage qui, traditionnellement, est vraiment centré sur, disons, l'Antiquité classique et surtout sur le monde atlantique. Mais ça suppose effectivement qu'on ne parte pas d'une définition en bonne et due forme de ce qu'est l'esclavage.
traditionnellement, il y a deux grands types de définitions de l'esclavage. Il y a une définition qui est centrée sur le concept de propriété. Ce qui caractérise l'esclavage, c'est qu'un être humain, l'intégralité de sa personne, est livré à la propriété de quelqu'un d'autre. Et encore en droit international, c'est encore en ces termes que l'esclavage est défini. C'est à partir de cette notion de propriété aujourd'hui qu'on peut faire condamner des États ou des particuliers pour l'esclavage. Et puis il y a une autre définition de l'esclavage qui insiste beaucoup sur l'idée de l'exclusion ou de la relégation. Est esclave celui qui est, avec cette idée aussi de la mort sociale ou de l'aliénation natale chez Orlando Patterson, celui qui est exclu fondamentalement de la communauté. Bon. Ces deux définitions, selon les sociétés dont on parle, elles sont plus ou moins pertinentes. Mais il nous semble plus juste, plutôt que de considérer que l'esclavage en tant que tel est un invariant ou un universel, d'avoir une approche en termes de gradient, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques qui se réalisent plus ou moins au sujet de différents statuts de dépendance dans les sociétés à travers l'histoire, qui font que, évidemment, il pourrait y avoir un idéal type d'une certaine façon de l'esclavage qu'on pourrait plus ou moins définir, mais il y a de très nombreuses situations esclavagistes, sans qu'on ait nécessairement besoin de se référer à une définition en bonne et due forme de ce qu'est l'esclavage. Mais alors justement, ce refus d'une définition a priori, qui pourrait donc embrasser toutes les situations, élargit considérablement le champ d'investigation. C'est-à-dire que ces situations, on les rencontre de la préhistoire à nos jours. Et alors comment vous avez du coup défini le périmètre de ces situations, de cette première partie? Cette absence de définition a priori pose la question de comment vous avez dessiné ces... Je pense que partir d'une définition a priori, qui en plus aurait été fatalement historiquement située, c'est-à-dire on serait parti du droit romain, par exemple. Ouais. Bon, ça aurait de toute façon été un problème pour ensuite aller observer d'autres sociétés. Bon, cette définition a priori, elle aurait été un entrave en fait au travail comparatiste. Donc, le travail comparatiste, il peut fonctionner que dans la mesure où des situations différentes s'éclairent réciproquement et où, effectivement, le concept même d'esclavage est relativement flouté. Mais ça ne veut évidemment pas dire, en même temps, que ça devient... qu'on va trouver de l'esclavage partout et n'importe quand. Ça n'aurait absolument aucun sens. Il y a de très nombreuses sociétés dans l'histoire qui ont ignoré l'esclavage. Bien sûr, mais il n'y a absolument aucun doute. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tous les statuts de dépendance, et même les statuts les plus... comment dire, les plus... de dépendance les plus extrêmes, ne correspondent pas à une situation esclavagiste. C'est absolument certain. Donc, après, il faut entrer dans le cœur, dans la chair de chaque société dont on parle pour pouvoir nommer ou pas ce qu'est l'esclavage. Oui. Mais là où on élargit notamment le champ, et notamment aussi du point de vue du champ académique, c'est que du coup vous faites appel à des auteurs, à des autrices qui ne sont pas forcément a priori considérés comme des spécialistes de l'esclavage, mais qui étudient des sociétés dans lesquelles on rencontre ce type de situation, notamment sur, par exemple, la période médiévale. Quand même, la grande majorité des auteurs qui interviennent dans cette première partie sont des spécialistes de l'esclavage, et ils inscrivent quand même leurs réflexions, très souvent, dans ce champ qui existe, qui est celui des études sur l'esclavage, de manière, alors on dit parfois globale, parfois relevant plutôt de l'histoire comparée. Alors parfois, effectivement, on est quand même allé solliciter des auteurs parce qu'ils étaient spécialistes d'une période en particulier qui nous intéresse et qui est importante, et on leur a posé la question, est-ce que pour vous le concept d'esclavage a du sens, et
Et si ça a du sens, à quoi ça renvoie dans votre sphère de spécialité? C'est le cas par exemple de l'article de Cédric Ferrier sur l'Inde ancienne. Est-ce que le concept d'esclavage a du sens en Inde? C'est pas du tout évident. Et il commence son article en évoquant les auteurs grecs qui, au IIIe siècle avant notre ère, évoquent l'Inde et disent c'est étonnant, c'est une société sans esclaves. Bon. Et il montre bien en même temps qu'il y a des statuts de dépendance extrêmement nombreux dans l'Inde ancienne, avec tout le problème de cette articulation entre la caste et l'esclavage, enfin le système des castes et l'esclavage, et qu'il y a des statuts de dépendance qui relèvent quand même bel et bien de l'esclavage. Il y a bien quand même une exclusion fondamentale de la société, une exclusion du système des castes, et des formes de dépendance extrême qui, même si on n'est pas nécessairement obligé de penser que ça se traduit en termes de droit de propriété exercé sur celui qui ferait figure d'esclave, après tout, on peut quand même sans doute nommer ça de l'esclavage. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est une société esclavagiste, c'est encore tout à fait autre chose. Alors là, effectivement, c'est une question, celle de l'esclavage, qui a été posée sur un champ d'études extrêmement important, mais qui a sans doute pas tout à fait l'habitude de la poser. Et alors, quelle feuille de route vous avez donnée à l'ensemble de ces auteurs, évidemment, au-delà du nombre de signes? Quel est le point commun dans leurs démarches respectives? C'est pas la même chose d'écrire sur la préhistoire de l'esclavage, comme le fait Jean-Paul Demoule, ou d'écrire sur la vallée du Mississippi, ou de raconter l'histoire d'un navire de la traite, comme le fait Anita Ruprecht, sur un navire qui quitte le Havre et qui rejoint la Guadeloupe au début du 19e siècle, ou d'écrire sur l'Asie centrale. Donc il n'y avait pas de... à chacun, on demandait à chaque fois quelque chose de très très différent. Il y a des articles qui ont un fil très narratif, qui nous racontent une histoire, parfois en suivant le destin de quelques esclaves, et puis d'autres articles qui proposent une réflexion beaucoup plus générale, souvent aussi parce qu'ils s'intéressent à un temps relativement long. Par exemple, l'article d'Alessandro Standiani sur la Russie des XVIIe, XVIIIe siècle, la question générale qu'il veut poser, c'est bel et bien l'existence ou pas de l'esclavage dans cette société et le rapport entre le servage et l'esclavage. Chaque article a quand même un fil narratif, une argumentation qui lui est propre. Mais évidemment, la question à chaque fois qui était posée, c'était celle de est-ce qu'on peut véritablement parler de société esclavagiste dans toutes ces situations? Qu'est-ce qu'on sait sur les esclaves? Est-ce que la notion même d'esclavage est toujours extrêmement pertinente? Et puis racontez-nous ce qui se passe sur une plantation jamaïcaine ou dans une ville du nord du Brésil au XVIIIe siècle, ou à Arles au IIe siècle de notre ère, ou au Libéria au début du XXe siècle. Voilà, mais il y a quand même une logique propre, disons, à chacun de ces articles. Mais l'idée, c'était quand même vraiment d'offrir à chaque fois un matériel empirique riche, fort, fondé sur un travail documentaire important, permettant vraiment de décentrer, de dépayser notre regard sur l'esclavage au fil de l'histoire. On aimerait d'une certaine façon que le lecteur, à la fin de cette première partie, s'il peut lire dans la continuité ces 50 articles, ait beaucoup plus de questions que de réponses. Alors la deuxième partie, donc, qui est intitulée « Comparaison », est beaucoup plus resserrée, à la fois en nombre d'articles, une vingtaine, mais aussi nombre d'auteurs. Vous expliquiez tout à l'heure que vous l'aviez à peu près écrit
à 3, enfin à 3 plus 2. Et donc, là, cette fois-ci, vous traversez franchement le temps, l'espace. Alors, c'est une démarche d'écriture complètement différente, hein, des situations parfois très ponctuelles de la première partie, puisque vous abordez cette fois les mondes de l'esclavage par une série de perspectives, de fenêtres, comme vous l'expliquez dans l'introduction. Alors, comment vous avez déterminé justement ces fenêtres? Alors, on peut en citer quelques-unes, hein, la mort, le corps, la dette, la sexualité, le geste. À nouveau, là, comment vous avez défini du coup ces thèmes transversaux? Cette deuxième partie, qui en fait est à peine moins longue que la première, parce que c'est des articles plus longs. C'est 26 articles, ouais. Mais c'est des articles quand même souvent assez amples. C'est vraiment le fruit de notre travail en commun pendant ces 5 années. Donc les thèmes ont progressivement émergé on se réunissait et puis on réfléchissait quel thème est à la fois qui est pertinent d'aborder de manière comparatiste parce que et en même temps qui pose des questions à l'histoire et aux historiens vraiment importantes, c'est-à-dire qui déplace la façon dont chacun on peut réfléchir à notre propre terrain de spécialité. C'est-à-dire que ça n'a de sens que dans ces termes. On réfléchissait à la notion de dette, prenons la question de la dette. En fait, on voit très bien, et ça a été le fruit de nos discussions, que ce qu'on pouvait apprendre des réflexions des africanistes sur les systèmes de dépendance pour dette extrêmement variés qui existent en Afrique au XVIIIe, au XIXe, au début du XXe siècle, et leur articulation avec le fait esclavagiste, c'est-à-dire à la fois évidemment avec la traite atlantique, mais aussi à l'intérieur même des sociétés africaines, on découvrait bien qu'il y avait des mécanismes qui en fait éclairent très profondément ce qu'on peut observer dans la Méditerranée d'époque archaïque. Il ne s'agit évidemment pas de rabattre les situations l'une sur l'autre, hein. C'est pas du tout le but, mais de réfléchir de manière transversale à partir d'une notion. Donc à ce moment-là, la question de la dette, le rapport entre dette et esclavage, elle s'est imposée de toute façon dans notre réflexion. Et je pourrais le dire pour chacun des thèmes qu'on a abordés. Si on considère la question du genre, il est évident que c'est une question fondamentale dès qu'on réfléchit un tout petit peu sur l'esclavage. D'abord parce qu'en termes de droit, c'est quand même très étonnant, en fait, quand on y pense. L'esclavage procède d'une suspension de la distinction de genre. C'est-à-dire que en droit, le pouvoir qu'a un maître sur son esclave est indifférencié, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. C'est très très particulier. Et en même temps, évidemment, les catégories de genre se reproduisent à l'intérieur même de la relation esclavagiste, dans les tâches qu'on assigne aux esclaves, dans leur position, mais de manière très différente que dans la société des libres. Donc le rapport entre les logiques de genre parmi les libres et parmi les esclaves, et aussi ce que fait l'esclavage aux constructions de genre dans une société donnée, c'est une question en fait capitale. Évidemment, le but n'étant jamais, pour nous, non seulement de construire des invariants, mais c'est même pas de fabriquer une taxinomie, où on dirait il y a des sociétés esclavagistes qui fonctionnent de cette façon-là, d'autres qui fonctionnent là, et puis on produirait un tableau. On est très très loin de c'est un comparatisme qui est d'une façon expérimentale. Son objet, c'est de permettre de l'imagination scientifique, de produire du savoir. Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et on produit de l'imagination, enfin on arrive à cette forme d'imagination scientifique en sortant un peu de
de l'hyper-spécialisation académique aussi, c'est-à-dire que c'est pas une démarche non plus qui existe bien sûr en histoire depuis très longtemps, mais qui n'est pas la plus facile de sortir en fait de son champ. Bien sûr. C'est plus difficile d'écrire dans la deuxième partie que dans la première? Bien sûr. C'est extrêmement difficile, c'est pour ça que ça a pris aussi beaucoup de temps. D'abord parce que ça suppose une masse gigantesque de lecture. Parce qu'évidemment, on ne peut pas travailler sur des sources documentaires sur des domaines qui ne sont pas les nôtres. Donc on se réunissait, et puis Cécile, par exemple, demandait sur tel sujet, qu'est-ce qui, pour vous, a été produit de façon intéressante dans votre domaine. On s'orientait comme ça les uns les autres dans des bibliographies parfois très, très complexes, avec cette difficulté quand même qu'on ne peut pas nier, qui est le poids bibliographique, le poids historiographique que représente le travail dans le contexte anglophone sur le monde colonial. C'est-à-dire que ça représente quand même peut-être, disons, 4/5 de la production historiographique sur la question de l'esclavage. Et le travail difficile de ce point de vue-là, dans la comparaison, c'est quand même évidemment d'aller se nourrir de ce travail produit par les historiens des Amériques, au sens large, et en même temps de savoir aussi s'en déprendre, de laisser la place à d'autres types d'historiographie qui construisent autrement leur sujet et qui portent sur d'autres objets. Et ça, c'est un travail en réalité compliqué à construire. Et de ce point de vue-là aussi, une question qui est très importante dans le livre, parce que le livre, une grande partie des auteurs qui ont écrit dans leur langue, c'est des textes traduits dans le livre. Et la question de la traduction, et de la traduction d'idiomes scientifiques particuliers, c'est une question en fait, comment est-ce qu'on traduit d'une langue à l'autre certains concepts qui sont importants dans les études sur l'esclavage. C'est une question en fait à laquelle on n'a pas cessé d'être confronté. Par exemple, la notion de unfree, unfreedom, que les Anglais ou les Américains utilisent tout le temps, il n'y a pas de traduction très satisfaisante en français. Comme le terme de unslavable ou unslavability, est-ce qu'on dit esclaviser, esclavagiser, c'est pas du tout évident. Donc il y a cette question du passage d'une langue à l'autre et donc d'une tradition historiographique à l'autre, et aussi ne cesse d'être travaillée, disons, et d'être réfléchie, je pense, dans le livre. Donc voilà un peu comment on a travaillé pour ces articles de la deuxième partie. Vous avez décidé d'emblée que tout serait traduit, parce qu'on aurait pu imaginer un livre en plusieurs langues? C'est un ouvrage savant, bien sûr, dans lequel j'espère, mais je le pense aussi, beaucoup de spécialistes apprendront énormément de choses. Voilà. Mais c'est un livre dont on aimerait que tout le monde puisse le lire. Donc, de ce point de vue-là, il s'affranchit un peu de l'écriture universitaire ordinaire. Donc notre idée, j'y tiens particulièrement, c'est quand même aussi de donner à lire dans l'espace francophone, par des lecteurs francophones, un ensemble de travaux, de démarches qui sont essentiellement le fruit d'auteurs anglophones, hispanophones, lusophones, aussi allemands. Voilà. Alors, on comprend bien que cette deuxième partie de comparaison, du coup, elle est collective, pas seulement parce que vous l'avez pris en charge à trois, mais aussi parce que ce que vous décriviez là, c'est que vous êtes, pour chacun des articles, même s'il était écrit par une personne, concerté, orienté réciproquement. Donc c'est une écriture collective et en plus dans la durée. Avec ces rencontres. Oui, tout à fait. Tout à fait. On a organisé un séminaire pendant 2 ans où on présentait entre nous et on réfléchissait chacun de ces articles. On est parti en résidence pendant 1 semaine où toute la journée, en fait, on était ensemble autour d'une table et on réfléchissait collectivement au contenu de chacun de ces articles. Donc, bien sûr.
oui, oui. La deuxième quand même un partie est travail le très fruit de collectif. ça. Oui, Oui. oui, tout à fait. Et alors la troisième partie, les transformations, c'est encore un autre angle, une autre perspective, avec, on revient peut-être à cette distinction essentielle que vous aviez évoquée là au début de notre entretien, c'est-à-dire non pas proposer une histoire mondiale de l'esclavage, mais une histoire du monde à la lumière de l'esclavage. Et c'est un peu ça, cette troisième partie, c'est-à-dire des articles sur ce que fait l'esclavage aux sociétés, comment l'esclavage, comment les transformations propres de l'esclavage transforment la société, sont constitutives des transformations de la société. Alors, en même temps, cette question-là, de toute façon, elle est présente depuis le début du livre. Mais la façon dont est construite la troisième partie, c'est effectivement de s'intéresser aux grandes ruptures transformatrices, c'est-à-dire les moments où les formes de l'esclavage changent, se transforment. Donc de toute façon, c'est l'étude de l'esclavage en marche dans le temps. Mais du coup, c'est aussi effectivement une histoire des sociétés humaines dans laquelle on placerait au centre des grandes évolutions les transformations de l'esclavage. Donc, vous avez un article sur la naissance des sociétés esclavagistes en Méditerranée à l'époque archaïque, la fin de l'esclavage antique. Mais est-ce que l'esclavage antique a vraiment fini? Enfin, c'est une des questions abordées par l'article. Le développement de l'impérialisme et du colonialisme au début de l'époque moderne, et autour de la notion que développe Cécile Vidal d'empire esclavagiste. Il y a évidemment un article consacré au capitalisme et esclavage, aux Lumières, les Lumières face à l'esclavage, au monothéisme. Bon, voilà, mais il y a l'idée cette fois-ci quand même de suivre, disons, à travers des grands articles qui sont assez imposants, encore une fois, la longue histoire des systèmes esclavagistes dans le temps. Une grande partie de cette dernière partie est consacrée à l'esclavage après l'abolition. Évidemment, Benetta Rossi a fait un article sur l'abolitionnisme et abolition, un article très riche parce qu'il montre, et c'est là que la perspective mondiale est quand même vraiment importante, il montre très bien qu'il y a eu des abolitionnismes, qu'une histoire qui serait totalement eurocentrée autour de la question de l'abolitionnisme, au point, c'est quelque chose parfois qu'on entend dans le débat public, que les Européens seraient les premiers à avoir aboli l'esclavage, etc. Bon, cet article déjoue totalement ce type de récit, complexifie totalement le tableau, et avec justement l'orientation africaniste qui est celle de Benedetta, c'est extrêmement riche. Mais on s'intéresse vraiment aussi à ce que fait l'esclavage après l'abolition. Et donc il y a plusieurs articles qui sont consacrés à la question des réparations, de la mémoire de l'esclavage, à la notion même aussi de post-esclavage, qui est une situation extrêmement... qui est une question et un concept extrêmement précieux. Les sociétés post-esclavagistes, les sociétés d'après l'esclavage, c'est vraiment... D'un point de vue théorique, quand on réfléchit à ce que sont les sociétés esclavagistes, c'est vraiment une question importante. Et puis aussi la définition aujourd'hui de ce que peut être l'esclavage en droit, donc ce qu'est l'esclavage contemporain. Donc on n'en a pas fini avec l'esclavage. Et il s'agit aussi de montrer, de toute façon, la présence de cette question-là aujourd'hui. Voilà, c'est une question qui est encore en face de nous, d'une certaine façon. Ce livre, il paraît aussi dans un contexte social et politique où on est traversé, on est travaillé par ces questions de mémoire en particulier. Bien sûr. Et de toute façon, le livre entend participer au débat à sa manière, offrir du savoir, de la connaissance sur toute cette question-là. Et de ce point de vue-là, je crois que la démarche comparatiste, elle est encore une fois précieuse.
L'idée, c'est absolument pas de dire que l'esclavage a existé de tout temps, ce qui reviendrait, parce qu'il faut faire très attention, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui dans le débat public, ce qui reviendrait de toute façon à relativiser l'exceptionnalité de l'expérience esclavagiste qui fut celle de l'Europe, en particulier américaine. Et parfois, il y a certains idéologues, enfin, on le voit très bien dans l'espace public, par exemple ce thème très présent à l'extrême droite, qui est celui de l'invocation de l'esclavage arabo-musulman. Nous n'arrêterions pas de parler de la culpabilité de l'Occident et on évoquerait très peu l'esclavage dans le monde arabo-musulman. Alors, ce n'est pas le cas du livre qui consacre de très nombreux chapitres à ce qu'a été ou ce qu'ont été les sociétés esclavagistes ou le fait esclavagiste dans le monde arabo-musulman. Mais l'idée, c'est évidemment pas, et je veux dire le travail comparatiste, c'est évidemment pas de poser une situation d'équivalence de ce que serait l'esclavage au fil de l'histoire. Au contraire, de toute façon, le travail comparatiste permet de réfléchir de façon beaucoup plus pertinente, je crois, à la spécificité de ce qu'a été la traite atlantique et l'histoire proprement européenne de l'esclavage, qui évidemment a partie liée avec la question de l'impérialisme et avec la question de la race. Et ça, c'est en réalité, quand on l'observe au fil de l'histoire, c'est très singulier. Il ne s'agit pas non plus, de ce point de vue-là, et je pense que c'est très important pour nous, d'opposer ce qui serait un savoir scientifique et l'interpellation de la société ou de la société civile au sujet de l'esclavage. En réalité, je pense que la façon dont la question de la mémoire de l'esclavage ou les traces de l'esclavage, par exemple, encore aujourd'hui dans la société française, la façon dont cette question-là surgit, apparaît dans la société française, c'est-à-dire suscite des débats, des discussions, ça devient une question commune. Je pense que de toute façon, c'est une aubaine pour les historiens. Ça nous fait travailler un peu différemment et parfois mieux. Je veux dire, on ne peut pas seulement être dans l'idée d'une pure adversité entre ce qui serait le champ scientifique et puis les interpellations, disons, de la société. Il n'y a qu'à observer les effets de la loi Taubira, de ce point de vue-là. La loi Taubira, elle n'a pas... Enfin, son résultat, ça n'a pas été de poser un interdit. Ça a été de faire de la question de l'esclavage une question dont on peut débattre, sur laquelle on peut apprendre des choses, etc., dans la société française. Et je pense qu'elle a aidé à ce que plein de Français, tout d'un coup, comprennent leur histoire, qu'ils aient été directement liés ou pas à ce qu'a été l'histoire de l'esclavage en France, tout d'un coup, se saisissent de cette question et relisent différemment l'histoire de France. C'est une réussite, cette loi. Alors, travailler différemment, travailler mieux. C'est la question que j'aimerais vous poser pour terminer. Maintenant que vous avez travaillé comme ça, là, donc, sur ce projet si long, si ample, si collectif, vous voyez là revenir à l'écriture historienne individuelle, aussi plus académique L'écriture historienne individuelle, oui, parce que je pense que c'est aussi bien dans son travail d'alterner entre ce travail collectif dans lequel on se nourrit d'énormément de choses, mais c'est aussi parfois compliqué, c'est parfois épuisant. Donc revenir à un travail individuel, oui, bien sûr. Je pense que j'aurais pas de difficulté à revenir à un travail ou à une démarche individuelle. Après,
l'écriture académique, ou même ce qu'on appelle l'écriture académique, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si je réécrirais tout à fait de la même façon. Très bien, merci beaucoup, Paul. Merci, merci.